Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier cours officiel de React. Donc aujourd'hui, on voit les deux derniers éléments qu'on n'avait pas vus pour compléter nos connaissances de React, le Conditional Rendering et le List End Keys. Donc le Conditional Rendering, ça va nous permettre de faire l'affichage d'éléments avec certaines conditions, donc les conditionnels, les if. Donc il n'y a pas de nouveau concept en tant que tel dans cette partie-là. Ça va plus être la compréhension de nos éléments en JSX et comment les utiliser à l'intérieur de d'autres structures de contrôle. Donc, avec un if, avec une conditionnelle quelconque. Ça va nous permettre de, à l'intérieur de notre application, avoir des éléments dynamiques qui vont me permettre d'afficher soit un component, soit un autre, dépendamment de la situation courante. Donc, on va regarder ici les différentes séries d'exemples pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que, petit retour en arrière, on a les function components qui sont des fonctions avec des props en paramètres. Puis, on retourne une expression de JSX. Donc, ça ici, il n'y a rien de trop nouveau là-dedans. Pour mieux comprendre la gestion conditionnelle, on va essayer de faire ça à l'intérieur du même fichier. Donc ici, ce n'est pas les meilleures pratiques. Habituellement, on voudrait avoir un fichier pour chaque composant, mais pour se faciliter la vie, en ce moment, on va juste faire ça à l'intérieur de notre app pour se donner un petit peu moins de misère. Donc, on a ici deux function components, user greeting et guest greeting. On se souvient qu'on peut les utiliser comme on veut avec notre élément ici. OK. Donc, il ne devrait rien avoir de trop épeurant dans ce que je viens de faire. Donc, on a deux function components. Puis, à partir du function components, je suis capable de l'appeler comme si c'était une balise quelconque à l'intérieur de mon application. Là, ici, qu'est-ce qui va être important, c'est de comprendre qu'on peut gérer ça à partir de conditionnels. Donc, on va se rajouter un élément intermédiaire qu'on va reformater pour que ça soit pas trop lettre. Et voilà. Donc, on a le user greeting, le guest greeting, puis on va avoir le greetings général. Donc le greeting général, lui, va utiliser une propriété isLoggedIn, puis cette propriété-là va être utilisée pour savoir qu'est-ce que je retourne. Parce qu'il faut comprendre que les function components, le principe fondamental, c'est je retourne du JSX, mais avant ça, je suis capable de faire toutes les choses que je fais en JavaScript habituellement. Fait que je suis capable de faire des calculs, je suis capable de faire des requêtes, je suis capable d'avoir des conditionnels, puis je suis capable d'avoir plusieurs retours dans la fonction. Donc ici, mon greetings a différents retours, dépendamment du if avec le isLoggedIn. Fait que l'élément, on va avoir ici greeting. Puis on va pouvoir y envoyer la propriété isLoggedIn. Ici, puisque c'est une valeur directe, on va mettre ça entre accolades. Puis on va faire afficher ça. J'arrive à toi, Francisco. Oui, tu avais une question? Tu n'es pas démuté. Ah, et voilà. Bonjour. isLoggedIn vient d'où? Le quoi? isLoggedIn. Ici, c'est une booléenne, j'imagine. Oui, exact. Ici, le principe, c'est nous autres qui le créons. C'est nous autres qui décident que ça existe. Fait que quand on veut créer quelque chose, on passe ça dans les props. Donc, je peux appeler ça patate ici. Puis, tant que je vais le chercher dans props.patate. Donc, on a cette information-là qui est passée dans les props.
Puis Ça nous va autres, venir de la source des données d'une certaine façon. eh ben, ça vient de l'utilisation de ce component-là. OK. Hein? Donc, ça envoie OK. le patate. Là, je peux récupérer le patate à l'intérieur. Là, je fais une autre variable intermédiaire qui s'appelle juste isLoggedIn. Puis après ça, je peux l'utiliser dans la conditionnelle pour décider est-ce que je fais celui-là ou celui-là. Fait que D'accord. le principe fondamental en ce moment, c'est que si je change ça à true, ben, on peut voir que le component qui est rendered, le component qui est affiché, est différent. OK? Donc ici, on a un function component que son but, c'est de décider quel component on va afficher correctement. Fait que avec ça, on va voir comment mélanger ça avec de l'activité à l'intérieur de notre élément. Voyons. On va voir comment mélanger les states, OK, et donc les événements avec ce conditional rendering-là. Comme ça, on va faire en sorte que quand je clique sur un bouton, quand il y a quelque chose qui arrive, les affichages des différents composants courants vont pouvoir changer dans notre application. Donc, on va se donner deux autres gentils boutons. Encore une fois, c'est deux boutons différents. Donc, un pour login, un pour logout. Puis là, on pourrait penser que quand on login, on pourrait rentrer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Quand on logout, on pourrait dire ça c'était le nom de ta session, et ainsi de suite. Donc, il pourrait avoir plein d'autres informations. Ici, c'est purement académique, qu'on a juste un bouton avec le contenu à l'intérieur. Puis, on va pouvoir se faire dans le même principe que l'exercice précédent. On peut voir ici que le bouton, OK, va avoir un on-click, mais que le bouton lui-même ne va pas avoir à faire la gestion de ce bouton-là. On dit que le bouton, quand on clique dessus, appelle une propriété qui s'appelle onClick. Donc, je vais pouvoir donner à ce bouton-là la fonction à utiliser quand je clique sur le bouton. Donc, on a deux boutons. On a les deux boutons qui utilisent une propriété externe. Puis, on va être capable de se faire ici. Je voudrais avoir une idée de ce qu'on veut en général. On veut parce qu'en ce moment, je suis perdu. On veut deux boutons. Si je suis dans quel état ou dans quelle situation que je clique login ou logout, ça ferait quoi? Exactement. Juste pour savoir où on va. Fait que ce que je veux en ce moment, c'est où c'est que je peux aller pour montrer ça ici. Ici. Je veux avoir cette partie-là du site. OK? Fait que quand je suis pas logué, j'ai un bouton login. Je clique dessus. Là, je peux rentrer les informations. OK? Là, ici, nous autres, on ne fera pas cette partie-là, évidemment. Là. Puis, à partir de là, quand je suis logged in, j'ai un autre type de bouton, qui est le bouton logout. Puis, quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me logout et ça me permet de recliquer sur un nouveau bouton login. Donc, c'est ça le scénario qu'on est en train de faire en ce moment. Merci. Maintenant, c'est mieux. Fait en ce moment, on avait juste commencé en disant on a deux boutons. Le bouton login, puis le bouton logout. Là, on veut créer quelque chose qui va être capable de faire la gestion de ce bouton-là. Fait que, comme on avait vu au dernier cours, quand on a différents composants qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe entre eux autres, ce qu'il faut faire, c'est faire un plus gros component, un component parent, qui va gérer les deux, puis que lui, il va avoir l'état qu'on a besoin. Fait que si je veux avoir la gestion de deux boutons, puis de savoir est-ce que je suis logué ou pas dans mon application, je vais me faire un component de contrôle
qui va avoir, lui, le useState qui va me dire est-ce que je suis logged in ou pas. Fait qu'ici, on peut voir l'utilisation du useState. On peut voir ici le useState qui retourne ces deux éléments, la valeur et le mutateur. Puis là, ici, à l'intérieur, c'est ici qu'on va décider est-ce que on a le bouton login ou est-ce qu'on a le bouton logout dans le bouton. OK, donc on s'est créé une variable intermédiaire parce qu'il ne faut pas oublier que du JSX, c'est des expressions comme n'importe quoi d'autre. Je peux sauvegarder ça dans des variables. Fait que j'ai mon isLoggedIn qui va gérer soit est-ce que j'ai le bouton login ou est-ce que j'ai le bouton logout. Puis à partir de là, on va pouvoir faire afficher le bouton dans un div directement dans mon application. Là, en plus de ça, je fais en sorte que je vais avoir aussi le greeting que j'ai fait tantôt qui va me permettre de me dire est-ce que je suis login ou logged out. Fait que là, si on change ça, puis ici, à la place, on met notre ami login control. On va avoir notre greeting. Hein? Fait que notre greeting en ce moment, ça reçoit le isLoggedIn. Le isLoggedIn, il est à false par défaut. Fait que quand il arrive dans greeting, il regarde le isLoggedIn. Le isLoggedIn n'est pas là. Fait que lui, il return le guest greeting. Le guest greeting qui dit please sign up. Fait que ça explique ce texte-là ici. Puis après ça, on revient. Bon, on a mon login control. Dans le login control, j'ai le greeting. J'ai vu d'où c'est que ça venait. Puis après ça, j'ai le bouton. Le bouton ici, c'est une variable que j'ai créée précédemment. Puis qui a utilisé la valeur courante de isLoggedIn, hein, qui était à faux. Donc, qui est allé ici. Puis qui a créé dans la variable bouton le JSX du login button. OK, puis on voit ici que le login button a le texte login, pas le texte logout. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le texte login qui est ici. Fait que ça, c'est pour la partie d'affichage. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Parce que si on regarde, on a dit que ce bouton-là, on a un onClick qui est la propriété onClick qu'on a envoyé dans le bouton. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qu'on a envoyé comme propriété onClick dans notre login button. Fait qu'on revient ici. Dans notre login button. Oui, Francisco? Désolé d'interrompre ma question. Props, c'est un mot réservé? Ben, c'est pas un mot réservé. Okay? C'est un mot de convention. Ce qu'on dit, c'est que quand on a un function component, le premier paramètre est les props. Fait que le nom du premier paramètre n'est pas important, mais ça va être le premier paramètre qui va être utilisé pour ça. Fait que, par convention, on le nomme toujours props. Parce que c'est les props qui sont dedans. Je pourrais l'appeler patate, mais ça porte grandement à confusion. Tu sais? Oui, ça par rapport... Et ça vient des properties, c'est ça? Props. Ouais. Des propriétés. Exactement. Mais pas dans le sens de propriété de classe, c'est plus comme les propriétés. Ou des propriétés comme d'attributs. Ouais, c'est ça. Pour le JSX. Exact. Ok, parfait, merci. Puis en passant, si tu veux pas avoir à ici faire ça comme ça, on a une manière de mieux gérer ça. Si, attends, on va retourner ici, on va pas marquer patate par contre. On va remettre ça à isLoggedIn. OK. Donc, quand on a il y a un raccourci en JavaScript pour nous faciliter cette appellation-là. Donc, on appelle ça, si je me souviens bien, c'est du Parameter Destructuring. C'est pas le assignment.
Ici. C'est pas ça le nom. Je me souviens plus du nom. Attends. Là, tu parles de la façon de prendre un objet et créer des variables à partir de l'objet, c'est ça? Ouais, puis que ça se crée automatiquement. Je me souviens plus du nom, mais je vais vous montrer quand même c'est quoi le principe. Donc, Destructuring, ce que j'ai ici dans mon écran, c'est Destructuring Object Matching. ouais, ben c'est ça. Ça me semblait que c'était ça, mais... Deux versions, ES5, ES6, de façon de faire. Blablabla. Je mets dans le chat. Ah, ok, ouais, c'est ça. Object Destructuring. La C'est juste le Object Destructuring. C'est pas le Function Destructuring. Fait que le principe, c'est que props, c'est un élément qui a plusieurs key values à l'intérieur. Hein, c'est un objet JavaScript. Fait qu'à la place de faire ça, ce que je peux créer, c'est de dire quelque chose comme ça. OK? Oh. Ouais. Comme ça. Directement de props. Fait que le principe ici, c'est que ça va aller chercher le contenu de props. Puis ça va dire, va chercher l'élément qui s'appelle isLoggedIn. Puis créer une variable qui s'appelle juste isLoggedIn à l'intérieur. Fait que si j'avais d'autres props, je pourrais ici en défiler plusieurs, puis juste aller les chercher, puis créer des variables individuelles pour chacun. OK? Mais cette mécanique-là a une version encore plus fancy, où je peux prendre cette syntaxe-là, puis la mettre à même les paramètres de la fonction. Fait que je peux y aller comme ça. Où c'est que, donc, dans mon greeting, j'ai des accolades. Ça me dit que dans le premier paramètre, c'est un objet, puis qu'il y a plusieurs key values à l'intérieur. Je m'en fous de la majorité de ceux-là. Va juste me chercher isLoggedIn, puis moi, je vais pouvoir l'utiliser par la suite comme j'ai besoin. Donc, vous allez voir ça. Mes questions. Oui. Si jamais l'objet avait plusieurs... Dans ces cas, c'est... Le restant est juste perdu. Parce que... Hein? Le restant serait juste perdu. Mais... Parce que j'ai besoin d'un objet... d'un paramètre qui a... Désolé. Faut que le paramètre, ça soit un objet JavaScript pour que ça marche. OK, mais sa propriété à l'intérieur doit s'appeler de la même façon que l'objet pour que lui puisse... Oui, c'est ça. Ça va regarder la valeur à l'intérieur de l'objet, puis ça va créer une variable qui a le même nom que le key value JavaScript. Ça va prendre le key comme étant le nom de la variable, puis c'est ça. Fait que si on a un exemple... OK. Où c'est quand que... tu parles des keys, tu parles dans un tableau. Dans des objets JavaScript, c'est des key values qu'on a. OK, donc ici, mettons, j'ai l'objet option, puis j'ai 3 key values. Le key title avec le value menu, le key width avec la valeur 100, puis le key height avec la valeur 200. Mais quand tu parles des key values, ici, j'en ai 3. Mais 1100, 1200. Ça, ce sont les key values. Et comment lui sait lesquels des 3 dans ce cas? Mettons, si on utilisait il va utiliser avec 3 le nom de la clé comme étant l'élément important ici là, pour le retrouver. Fait que quand tu fais la déconstruction ici,
tu vas vouloir utiliser le même nom pour la variable que le nom de la clé. OK. OK, la déconstruction fonctionne comme ça. Ouais. Oui. Fait que, ici, le principe, c'est que habituellement, on a un objet qui est les props. Mais là, je dis, dans les props, va chercher le isLoggedIn des props, crée une nouvelle variable qui s'appelle isLoggedIn, puis met le contenu de props.isLoggedIn dans isLoggedIn. D'accord. Fait que c'est littéralement la version raccourcie de ça. Fait que là, ça nous rajoute une ligne, c'est pas si grave, mais quand t'es props, t'en as genre 6-7 props, ben c'est le fun d'avoir juste un accolade, mettre les noms des 6, puis de juste commencer à utiliser les variables à l'intérieur de ton function component. Parce que ça, on automatiquement crée les variables avec les noms du key value, et à l'intérieur de ces noms, le value est rentré. Exact. Puis le key, c'est le nom de la variable. C'est quelque chose qui est comme beaucoup de mécanismes, mais qui fait juste raccourcir la vitesse à laquelle tu peux créer des choses par la suite. Puis surtout si tu tombes dans des applications React modernes, c'est ça que tout le monde utilise parce que c'est juste plus rapide. Puis le monde sont tannés d'écrire des choses, ils veulent juste que les choses marchent, fait qu'ils vont réutiliser tous les raccourcis qui leur sont disponibles. Ouais. Mais je vois que ces raccourcis sont disponibles avec ES6. Oui. ES5, il y a moins de ça. Effectivement. Mais le principe, c'est que toutes les applications que tu vas construire sont avec ES6+, en fait. Là. On est rendu même plus loin que ça. Là. Parfait. Fait que ça, c'est bon. On revient ici à notre problématique initiale qui était, on a notre bouton, on a un Python login, puis quand on va cliquer dessus, on va vouloir que ça change parce qu'on va changer l'état de est-ce qu'on est logged in ou pas. Fait que on avait ici nos deux login boutons qui avaient une propriété onClick, puis le onClick utilise la propriété onClick. Fait qu'on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait dans la propriété onClick du bouton. Fait que quand on regarde... Merci Francisco. Ouais, c'est ça, mais le lien aussi, là. Merci. Excellent. Fait qu'on a la méthode handleLoginClick. Puis qu'est-ce qui se passe dans le handleLoginClick? Ben, un simple set isLogin true. Ok, donc le set isLogin, c'est la fonction qu'on avait reçue du useState. Fait que ça ici, c'est fonctionnel. Ici, il faut faire attention, hein, parce que quand on envoie des éléments à mes différents composants, il faut que j'envoie des références à des fonctions. Je n'ai pas le droit d'envoyer des appels de fonctions. Ok, fait qu'une erreur typique, c'est de penser que tu peux écrire, mettons, quelque chose de même. Ça ne marchera pas. Ok, parce que ça va appeler la fonction immédiatement quand ça va créer le bouton, plutôt que d'envoyer la fonction à être exécutée plus tard. Hein, donc le principe, c'est que si tu écris quelque chose qui a des parenthèses, ben, ça va être invoqué immédiatement quand ça va être vu par notre application. Donc ça ne marchera pas directement. Quand on envoie des props, il faut envoyer la référence à la fonction. Par contre, si on voulait avoir quelque chose qui n'était pas avec ces fonctions-là, en passant, on va juste valider que c'est fonctionnel avec ça. Là. Donc le principe, c'est que maintenant, quand je clique sur Login, ça change l'état du isLoggedIn, ce qui fait en sorte que ça recommence la gestion de l'affichage. En voyant que je suis logged in, ça va me dire le welcome back dans mon greeting. Puis en voyant que je suis logged in, ça va me donner le bouton Logout. Puis là, quand je clique sur le bouton Logout,
ça me dit « Please sign in ». Quand je clique, ça switch d'un à l'autre. OK? Là, on pourrait avoir des étapes intermédiaires, on pourrait avoir une validation, on pourrait avoir un input box avec le nom d'utilisateur, le mot de passe, puis que ça valide avant de transférer, mais le principe ici fondamental est là. J'ai un bouton qui fait changer les éléments à l'intérieur de mon application. Si on revient sur nos pratiques JavaScript modernes, si à la place de vouloir avoir ça ici, là, okay, qu'on a une fonction qui est appelée comme étant le onClick, si je voulais utiliser des arrow functions, hein, pour être capable d'avoir du stock qui est plus imbriqué, okay, qui est plus visible directement, qu'est-ce que je pourrais écrire? Bien, premièrement, on pourrait commencer avec le principe qu'à la place d'être une fonction, je peux créer une variable qui est un arrow function. Hein, fait qu'on avait vu le principe que je peux avoir ici le let qui me permet d'avoir le égal ici. Après ça, on a les parenthèses qui me dit que j'ai aucun paramètre d'entrée. Puis j'ai après ça la flèche suivie d'accolade. Fait qu'en ce moment, OK, ça marche encore. Hein? Donc j'ai juste changé ma fonction pure en fonction d'expression, puis j'ai utilisé un arrow function pour être capable de faire ça. Quand j'ai juste une affaire à faire, hein? Quand j'ai juste une affaire à faire, je n'ai pas besoin d'avoir les accolades. Fait que je peux ici enlever les accolades, puis avoir directement mon élément. Ça marche encore. OK. Donc, je suis parti de ma fonction. Oui, Francisco? Non, désolé. Est-ce que ça va pas se pire? On voit les étapes. Oui, ça va. Maintenant, tu vas mettre le handle logout click à l'intérieur. Ben, ici, en fait, c'est ça, là. En fait, on n'aura plus besoin d'avoir cette variable-là du tout. Hein? Puis, on va pouvoir dire, ben, c'est ça, mon function expression. Ben, cool. J'ai juste à le mettre directement ici. J'ai plus besoin de ça. Puis, ça marche encore. J'avais une question par rapport à ça. Tu viens mettre le arrow function là à l'intérieur, ça devient comme un truc, je sais pas quoi, anonyme? Effectivement, ça devient une fonction anonyme ou sinon un lambda function. Ou le principe, c'est que... Oui, vas-y. Tantôt, on avait une variable parce que tu faisais rentrer un set is login false à l'intérieur de la variable. Maintenant, la variable, on ne l'a plus parce qu'on avait let. Maintenant, tout ça est effacé. Et ça a juste été exécuté et créé quand j'envoie l'onClick. Ouais. Ici, c'est pour bien comme catcher le principe. C'est la même chose que quand j'utilise une fonction avec une variable. OK? Fait que, mettons ici, j'ai une fonction add, là, OK? Puis, oups, je vais juste add, là. C'est une false fonction. OK? Puis j'envoie la variable x dedans. Puis ici, je pourrais dire const x est égal à 5. Ben là, je suis comme, si j'utilise juste x une fois, là, hein, je peux très bien avoir ça à la place, puis enlever ça. Hein? Donc, ça, on comprend ça. Puis ici, si j'ai 5 plus 7, ben, je peux ici avoir 5 plus 7 à la place. J'ai juste copié l'expression. Puis ici, c'est les... Fait que là, ici, tu pourrais dire que ça, c'est une variable anonyme. Hein, c'est le résultat d'une expression, mais je fais juste envoyer directement qu'est-ce que c'est. Là, ce qu'on a appris en JavaScript, c'est que les fonctions peuvent être des expressions. Ça veut dire que je peux directement envoyer une fonction en tant qu'expression, en tant que paramètre d'entrée, en tant que résultat d'une variable, en tant que whatever. Est-ce que ça fait plus de sens, la mécanique derrière avec ça? Ça marche pas. Oui, ça fait plus de sens pour que je ne l'appelle pas variable anonyme. Et voilà.
Fait que c'est une fonction d'expression. Puis c'est ça. OK. Fait que ici, on a cet élément-là. On pourrait faire la même chose pour l'autre ici. Hein? On peut effacer ça. Hein? Puis maintenant, on a... Oups. Faudrait que je le mette à true. Hein? Ça serait toujours plus intéressant. Ouais. Excellent. OK. Donc, on a ça avec ce principe-là. Là. Fait qu'on peut voir ici qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes avec les conditionnels. Hein? On va aller voir d'autres éléments intéressants qu'on peut travailler avec les conditionnels. Donc ici, on va se créer un autre. Fait que là, on passe à un autre complètement scénario. OK? Donc, on laisse de côté le login. Puis, on va aller regarder le principe d'un mailbox. Excellent. Fait que, comme j'ai dit, on tombe à côté complètement d'un autre... dans un autre élément. On va avoir ici, OK, une structure quelconque. Fait que dans ton application React, tu pourras avoir ici les différents messages, OK, qu'il y a dans sa boîte de messages ou whatever. OK, donc ici, on a un petit tableau avec des chaînes de caractères à l'intérieur. Puis, on veut avoir ici un petit onglet qui dit il te reste combien de messages. T'sais, ou en tout cas, quand tu arrives, ça te dit tu as tel message qui est disponible. Fait que si on regarde ici le composant, bon, on a un composant, ça s'appelle Hello. Encore une fois, ici, on a une déstructuration de component. On pourrait très bien ici se faciliter la vie, puis avoir unread messages, puis on pourrait enlever ça par la suite, hein, puis ça nous donne la même chose. Unread messages, hein, c'est le nom de la propriété. Moi, j'y envoie le tableau de messages à l'intérieur. Fait que j'ai le tableau ici de 3 éléments. Là, hein? React, re-React, puis re-React. Ici, on peut penser que c'est des titres de courriel, mettons. Fait que ça dit allô. Puis ça va dire, si on regarde qu'est-ce que ça nous donne en ce moment, ça l'utilise ici le you have unread messages length unread messages. Hein? Fait que c'est en a 3. Fait que le principe, c'est que si j'enlève un des messages, hein, on peut voir que ça tombe à 2. Hein, ça regarde la taille du tableau, puis ça te dit tu as combien de messages. Ça ici, c'est des choses que je m'attendrais qu'on soit capable de faire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, par exemple? C'est que celui-là est à l'intérieur, okay, d'une évaluation. Puis l'évaluation regarde, est-ce que c'est plus grand que 0? Fait que là, on va retourner au moment, okay, à notre premier cours, là, où c'est qu'on avait fait une révision de JavaScript. Hein? On avait parlé des opérateurs logiques, hein, le et puis le ou, puis comment en JavaScript, ça fait des choses un petit peu funky. Quand on travaille en JavaScript, puis qu'on a une expression et, si l'expression est true et quelque chose d'autre, il va toujours renvoyer l'expression. Il va retourner l'expression de ce bord-là. Donc ici, quand on a cet élément-là, ça regarde cette condition-là. Si la condition est true, il va retourner cette partie-là du code. OK? Parce que là, le principe, c'est de dire
je veux afficher ça seulement si ça c'est vrai. OK, fait qu'à la place d'avoir une conditionnelle fancy, là, avec un if, puis là tu regardes le if, puis là tu mets le contenu du if à l'intérieur, on peut ici directement avoir est-ce que c'est ça? Si oui, donne-moi ça. Oui, Francisco. Question. Ça veut dire que lui, il va envoyer le dernier élément ou quoi? Parce qu'admettons que j'avais 3 conditions. Donc, lui, il évalue la première. OK. Parce qu'il fait, en fait, il va le faire de manière séquentielle. Fait qu'il va comme faire le premier et. Fait que là, tu vas avoir, mettons, true et expression 1. Fait que ça devient expression 1. Fait que là, ça devient expression 1 et expression 2. Tu sais, ici, attends que je l'écris rapidement, là. Hein? Tu sais, si j'ai x1 et x2 et x3, OK? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va faire cette partie-là en premier. OK? Donc, on dit que si le premier est à true, il va juste retourner le EX2. Fait que ça va devenir ça. Hein, puis que quand il évalue quelque chose, le résultat de l'évaluation prend la place de qu'est-ce que ça évaluait. Fait que quand il va regarder ça, ben là, si le 2 est true, il va retourner la partie droite du et qui reste, qui serait le troisième. Fait que oui, s'ils sont tous true, il va renvoyer le dernier. Je pensais que lui allait envoyer quelque chose comme un red message.length plus grand que 0, c'est true. Puis lui, il évalue la deuxième partie. Fait que c'est ça qui va être retourné. Vu que la deuxième partie, c'est différent de, comme des nuls ou 0, etc. Ben, il s'en fout. Le principe, c'est que le et ne regardera même pas si c'est vrai ou faux. OK. En JavaScript, dans un et, si le premier élément est true, il s'en fout, il fait juste renvoyer l'expression de droite. OK. Parce qu'il est comme, ben, si l'expression de droite est vraie, le et va être vrai. Puis si l'expression de droite est fausse, le et va être faux. Fait que quoi qu'il advienne, le résultat de l'expression de droite me donne le résultat du et que je veux. OK. OK. Là, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de voir qu'est-ce qui arrive quand je descends un message. Puis, quand je descends à 0 message, c'est là que ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça devient faux. Puis, quand ça devient faux, par défaut, quand on a une évaluation à false quelque part dans notre React JSX, le false, il va juste le discarder, il va faire comme si ça n'existait pas. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai des ou? Des ou? Excellente question. Donc ici, c'est le même principe, c'est juste que si on regarde, puis on retourne voir nos amis les logical operators. OK? Je pense qu'il y a des... C'est ça, je pense que t'es pas censé commencer par un chiffre. Fait que le OR, lui, va retourner l'expression du premier élément qui est vrai. OK. Hein? Fait que le principe, c'est que si j'avais quelque chose ou quelque chose ou quelque chose, si c'était le deuxième qui était considéré comme truth, hein, donc on avait vu le truth puis le falsy, le undefined, le null, le false, le zéro, c'est toutes des affaires fausses. Puis n'importe quoi qui n'est pas ça, c'est considéré comme vrai. Donc le premier qui est considéré comme vrai, c'est lui qui va être retourné. Ça veut dire que dès le moment que je mets un JSX au début, ça va
tout le temps l'envoyer. Exact. Peu importe après Le s'il y a ou des... n'est pas utilisé tant que ça dans le... C'est vraiment le et qui est celui qui est intéressant. OK. Parce que lui, il est automatiquement, c'est JSX, ces messages, c'est automatiquement true. Exact, oui. Parce que c'est pas Parfait, false. cool. Merci. Vous allez aussi voir souvent l'opérateur tertiaire, ok, avec le point d'interrogation puis le true-false. Ok? Donc, souvent, ça va être utilisé. Donc, à la place d'avoir un if comme ça, on pourrait utiliser le isLoggedIn, point d'interrogation, avec le bouton et l'autre bouton. Donc ici, si on veut être fancy, ok, puis ne pas avoir d'élément intermédiaire bouton, on pourrait utiliser une opération tertiaire. Fait que ici, je peux dire isLoggedIn, point d'interrogation, puis le point d'interrogation va prendre la première valeur si l'élément est vrai, puis va prendre la deuxième valeur si l'élément est faux. Ici, à la place d'utiliser bouton, j'ai intégré cette mécanique-là à même l'expression en JSX. Fait que avec ça, là j'ai plus mes boutons, mais le principe c'est que ça marcherait pareil. T'sais. Fait que ça pourrait remplacer celui-là ici. Là. Fait que ça regarde le contenu de isLoggedIn. Si c'est vrai, ça retourne ça. Si c'est faux, ça retourne ça. Fait que, là, la question, c'est comme pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ces genres d'éléments-là? C'est que quand on a une application, okay, qui est une application quand même assez grande, si tu commences à avoir plein de fonctions, puis plein d'éléments un peu éparpillés partout, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait quoi, où et comment. Fait que la pratique, ça va être de, quand je veux afficher quelque chose, j'essaye de mettre tout le contenu, tant qu'il est unique, là, tant que c'est pas quelque chose qui va être utilisé partout, j'essaye de tout mettre le contenu directement où c'est qu'il va être utilisé pour que je puisse être capable de facilement voir, OK, je comprends facilement que en regardant juste le return de ça, je vois que ça regarde isLoggedIn, puis il y a 2 boutons possibles. Pas besoin de trouver une autre fonction quelque part qui est peut-être 3 pages plus haut, puis qui est en train de faire autre chose, puis qui a besoin d'autres éléments, puis ainsi de suite. On a aussi une dernière possibilité. Donc, on a vu que quand quelque chose est faux, hein, c'est considéré comme étant sauté par-dessus. On a aussi une autre possibilité quand on ne veut pas afficher un component. On peut faire en sorte que le component retourne nul. Fait ici, on va se donner une condition, puis on va regarder nos unread messages. Si c'est égal à 0, on va retourner nul. Là, ici, on va se mettre un message juste pour le voir apparaître une fois. Fait qu'ici, on a le hello. On a le you have 100 messages. Puis, on sait que ça va disparaître hein, quand on va le mettre à 0. Mais si on regarde en ce moment, il restait quand même le hello avant. Mais là, si je delete cette partie-là, le component au complet a disparu. Ok, donc, à la place, il a été ici, il a tout de suite retourné nul. Puis, ça fait en sorte qu'il n'y a juste rien qui est apparu ici. Même que si je vais voir dans mon test de React, ici, il l'a dessus. Non, il est juste là quand même.
Mais il n'y a rien qui est considéré comme étant à l'intérieur de ça. Oui, Francisco? Est-ce qu'on a toujours la balise mailbox? Euh, dans le Là, les données en red message, ça, je suis mélangé par rapport à ça. Les données sont vides parce que notre tableau n'a pas d'éléments, donc on envoie des propriétés vides ou c'est le component qui est nul. Désolé, je la formule mal, mais on a un tableau vide, alors ça fait en sorte que tout le component soit nul ou on a envoyé comme un contenant vide qui n'a pas donné et pourquoi la balise disparaît. Mhm, d'accord.
Ce qui me surprend, c'est dans la, les, euh, les paramètres, les arguments des maps. OK? Tu t'as mis la fonction, mais tu n'as pas dit à la fonction ce que tu le donnes. Parce que je m'aurais attendu qu'après doubler, j'avais comme une parenthèse pour dire ce que je suis en train de rentrer. Puis à l'intérieur de ces paramètres, je parlerai du tableau numbers. C'est ça qui cloche. OK. Et, mais lui choisit du tableau numbers, lui choisit le key, le key value. Mais là, on a comme l'index et la valeur, les deux, parce que ça, c'est 0, 0. À la case 0, j'ai 1. Mais admettons que tu avais un dictionnaire. OK. OK. D'accord.
Mais dans ton tableau, si tu avais 3, 4, 4, 5, l'accepterait aussi. Alors, lui, ça ne mélange pas. Mais je n'ai pas compris dans quel sens tu dis comme si on a deux parties du tableau, là, décalé. J'ai compris parce que quand j'utilise un tableau, un array normal, lui valait des 0 à n de façon séquentielle, 1, 2, 3, exactement, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, si j'efface 4, lui doit respecter son index et puis, vu qu'il n'a pas le 4, le quatrième élément valait 0, 1, 2, 3, 4, il doit comme renumériser, je ne sais pas comment dire, réindexer tout le tableau. Tandis que si j'avais des index euh, uniques comme dans un dictionnaire, on a, puis lui efface juste cet élément sur la ligne du tableau avec son index, et tout le reste, lui ne le touche pas parce que lui n'a pas à les réindexer. C'est ça? Parfait.
On aura sûrement des questions. On va voir ça. Ouais, ça va être correct.